À l'heure surtout un travail du collectif 3945 L'Impossible Oubli, qui travaille à Romilly sur la résistance et la déportation dans l'Ouest au bois. Donc ce travail est exposé derrière, et c'est un travail que je trouve formidable, parce qu'il travaille là-dessus, le groupe travaille là-dessus depuis 2013. Alors, on travaillait à ce collectif, Claude Massé qui est ici et Daniel Jourdain, et puis tout un collectif, il y avait des gens de l'ADIRP, c'est-à-dire l'Association des déportés internés résistants patriotes, et puis la NACRE de Romilly-Nogent, et ils ont fait, tous ces gens-là ont fait un travail de grande qualité, et à la fin de la séance, si vous voulez l'acheter, évidemment, il est à votre disposition. Moi, ce que j'ai fait là, c'est pour que la déportation de répression soit mise en avant. La déportation de répression, c'est la déportation des résistants, de ceux qui ont lutté contre le nazisme, le racisme, etc. Et qui ont finalement, même ceux qui sont morts en déportation, même ceux qui ont été fusillés, ont obtenu à la libération, que la France soit libérée, qu'elle obtienne des lois sociales de grande qualité comme la sécurité sociale dont on se sert toujours aujourd'hui et qu'il faut défendre. Donc il faut défendre cet acquis et c'est pour ça que nous faisons nos expositions. Alors, on espérerait qu'il y ait beaucoup plus de monde puisqu'on a installé là depuis le 18 mars et qu'on n'a pas vu énormément, c'est pas l'afflux. Par contre, il y a des événements qui se sont greffés là-dessus, comme la conférence sur la musique dans les camps nazis le 14 mars, grâce à l'activité de Mme Anna Zajac, qui a connu près de 400 personnes en 2 séances. Et puis elle, Mme Anna Zajac aussi, a voulu faire venir une opérette qui s'appelle Les Ferfugbards en enfer, qui sera donnée au théâtre de Champagne, enfants, collégiens, lycéens, d'inscrits l'après-midi. Et si vous n'êtes pas inscrit pour la soirée, vous êtes en faute. Et pour terminer, parce que je ne veux pas être trop long, on aurait beaucoup à dire, pour terminer, j'ai demandé au TPC, à Mme Marie-Hélène Haïn, qui dirige ce TPC depuis des années, de venir illustrer un peu tout ce qu'on a fait. Et elle a convoqué le banc et l'arrière-banc des comédiens et des comédiennes, et je pense que vous pourrez peut-être tout à l'heure sortir vos mouchoirs. Voilà, je vais lui donner la parole parce qu'elle a quelques mots à vous dire. Et je vous remercie de votre attention. Quelques mots pour vous dire un petit peu ce que vous allez entendre. Donc ce sont des extraits d'une pièce de théâtre qui s'appelle L'Instruction, d'un dramaturge allemand qui s'appelle Peter Weiss. Donc c'est du théâtre qu'on appelle le théâtre documentaire. On n'en fait plus beaucoup maintenant, mais bon, c'est dommage. Documentaire, ça veut dire que c'est un petit peu comme les... C'est documentaire, c'est-à-dire que ça documente des événements historiques ou des faits divers. Enfin, bon, bref, donc les pièces sont construites à partir de ça. Là, en l'occurrence, cette pièce-là traite, si on peut dire, d'un procès qui a eu lieu à Francfort en 1963 et qui jugeait pour la première fois, parce qu'il n'avait jamais été jugé avant, depuis la fin de la guerre, des officiers nazis subalternes, on va dire, du camp d'Auschwitz. Voilà. Donc là, on a choisi quelques extraits parce que c'est long, évidemment. Donc le sous-titre de l'instruction, c'est Oratorio en 11 chants. Donc pour les musiciens ou ceux qui connaissent un petit peu, donc c'est vrai que ça ressemble à un oratorio, sauf que c'est pas chanté, mais les chants, c'est les chants qu'on chante, voilà, mais qui là sont dits, bien entendu. Donc il y a 11 chants, là on en a pris quelques-uns, quelques extraits de quelques-uns.
Et il y aura en plus des textes, on a rajouté des textes de Charlotte Delbo, qui elle-même a été déportée à Auschwitz en tant que résistante. Hein, et voilà, donc ça, on a pensé que c'était bien de rajouter de ces textes à elle qui sont très beaux. Voilà, donc pour la compréhension, ici vous aurez le défenseur, ici le juge accuseur, c'est-à-dire moi, là les témoins et là-bas les accusés. Voilà, je crois qu'on peut commencer. Le chant de la rampe. Témoin, vous étiez chef de la station où arrivaient les convois de déportés. À quelle distance la gare était-elle du camp? À 2 km de l'ancien camp militaire et 5 km environ du camp principal. Aviez-vous affaire dans les camps? Non. J'avais simplement à faire en sorte que tout soit en ordre sur les voies et que les trains arrivent et partent selon l'horaire prévu. Quel était l'état des voies? C'était une voie parfaitement bien aménagée et entretenue. Est-ce vous qui mettiez au point les horaires? Non. Je ne prenais que des décisions d'aménagement technique, en fonction du va-et-vient entre la gare et le camp. Les dossiers contiennent des plans d'horaires signés de votre main. Mais il me peut être arrivé de signer par procuration. Saviez-vous la destination des convois? Je n'étais pas dans le secret de l'opération. Vous saviez que les trains étaient chargés d'hommes? Nous savions seulement qu'il s'agissait de personnes transférées et placées sous la protection du Reich. Vous ne vous êtes pas posé de questions en voyant revenir régulièrement du camp les trains vides? Les personnes transportées y avaient été installées. Témoin, vous occupez aujourd'hui un poste de responsable à la direction des chemins de fer fédéraux. Nous admettrons donc que les questions de charge et d'équipement du matériel vous sont familières. Quels étaient l'équipement et la charge des trains qui transitaient chez vous? C'étaient des trains de marchandises. D'après le certificat de transit, chaque wagon transportait environ 60 personnes. Étaient-ce des wagons de marchandises ou des wagons à bestiaux? C'étaient des wagons comme ceux dont se sert pour le transport des bestiaux. Y avait-il des installations sanitaires dans les wagons? Je ne sais pas. Avec quelle fréquence arrivaient ces trains? Je ne saurais le dire. Arrivaient-ils fréquemment? Certes, c'était une station d'arrivée où le trafic était intense. N'avez-vous pas été frappé par le fait que ces convois venaient de presque tous les pays d'Europe? Nous avions tant à faire que nous ne pouvions nous préoccuper de ce genre de choses. Ne vous demandiez-vous pas ce qui pouvait advenir des personnes transférées? Elles devaient être employées comme main-d'œuvre. Mais il n'y avait pas là que des gens aptes au travail. Il y avait des familles entières avec des vieillards et des enfants. Je n'avais pas le temps de vérifier le contenu des trains. Où habitiez-vous? Dans la localité, Qui d'autre habitait là? la population autochtone avait été évacuée. C'étaient des fonctionnaires du camp et le personnel des industries environnantes qui y résidaient. Quelles étaient ces industries? C'était des filiales de l'IG Farbonne, des usines Groupe et Siemens. Avez-vous aperçu des détenus qui y travaillaient? Je les voyais s'y rendre et en revenir. Dans quel état se trouvaient-ils? Ils marchaient au pas et chantaient. N'avez-vous rien su des conditions de vie dans le camp? On racontait tellement de sottises que Dieu ne savait à quoi s'en tenir. N'entendiez-vous pas parler d'extermination d'êtres humains?
Comment pouvait-on croire à de telles choses? Témoin. Vous étiez responsable de l'expédition de marchandises. Je ne faisais rien d'autre que transmettre les trains aux équipes de manœuvre. Quelle était la tâche de ces équipes? Ils attelaient une locomotive de manœuvre et remorquaient le train dans le camp. Combien de personnes, à votre avis, contenait chaque wagon? Je ne saurais donner de précision. Il était sévèrement interdit de contrôler les trains. Qui vous en empêchait? Les équipes de surveillance. Y avait-il des papiers de transit pour tous les convois? La plupart du temps, non. Il y avait simplement le chiffre à la craie sur le wagon. Quel chiffre était inscrit? 60 têtes ou 80 têtes, selon les cas. Quand arrivaient les trains? Très souvent la nuit. Quelle impression vous faisaient ces chargements? Je ne comprends pas la question. Témoin, vous êtes inspecteur général des chemins de fer fédéraux. Vous vous y connaissez en conditions de transport. Des regards par les vasistas des wagons ou des bruits venant de l'intérieur vous ont-ils alerté sur la situation réelle? J'ai vu une femme, une fois, tenir un petit enfant devant le volet d'aération. Et elle criait pour avoir de l'eau. J'ai été chercher une cruche d'eau et j'ai voulu lui tendre. À ce moment-là, une sentinelle s'est approchée et m'a dit que si je ne filais pas immédiatement, il me descendait. Témoin, combien de trains arrivaient dans cette gare selon votre calcul? En moyenne, 1 train par jour. Au moment de pointe, jusque 2 ou 3. Quelle était la grandeur des trains? Ils avaient jusqu'à 60 wagons. Témoin, êtes-vous entré dans le camp? J'ai accompagné une fois la locomotive de manœuvre. Il y avait des questions à régler pour les papiers de transit. Je suis descendu juste derrière le porche d'entrée et je suis allé au bureau du camp. J'ai failli ne plus en ressortir parce que je n'avais pas de laissez-passer. Qu'avez-vous vu du camp? Rien. J'étais content d'en être ressorti. Avez-vous vu les cheminées au bout de la rampe et la fumée et la lueur de feu? Oui, j'ai vu de la fumée. Et qu'avez-vous pensé? J'ai pensé que c'était les boulangeries. J'avais entendu dire qu'on cuisait nuit et jour. C'était un camp très vaste. Le champ du camp. Témoin, pouvez-vous désigner l'accusé Cadouk? Voici monsieur Cadouk. Les détenus l'appelaient Cadouk, le professeur, ou bien docteur Cadouk, le saint docteur Cadouk, parce qu'il procédait personnellement à des sélections. Il pêchait ses victimes par le cou ou par la jambe, avec le crochet de sa canne. Monsieur le directeur, cette affirmation est fausse. J'étais là. Lorsque Cadouk fit sortir de l'infirmerie des centaines de détenus, ils durent se déshabiller dans la blanchisserie et passer sur une file en courant devant lui. Il tenait sa canne horizontale, à hauteur d'1 mètre, et eux devaient sauter par-dessus. Celui qui touchait sa canne partait pour la chambre à gaz. Celui qui réussissait à la franchir était battu jusqu'à ce qu'il s'écroule. « Saute encore une fois !» lui criait Cadouk. Mais la deuxième fois, ce n'était plus possible. Je n'ai pas sélectionné les détenus. Ce n'est pas moi qui décidais. Ce n'était pas de mon ressort. Qu'est-ce qui était de votre ressort? Je n'avais qu'un rôle de surveillance lors des sélections. Là, je veillais comme un lynx à ce qu'aucun des sélectionnés ne repasse du côté
de ceux déclarés bons pour le travail. Étiez-vous également de service à la rampe? Oui, j'avais à régler les mouvements des groupes. Comment procédiez-vous? Tout le monde descend, les bagages sur la rampe, en rang par 5, en avant, marche. Caduc tirait au hasard dans la foule. Tirer au hasard, ce n'est pas mon genre. Si j'avais voulu tirer, j'aurais visé et fait mouche. Car pour être un fin tireur, ça, je l'étais. Vous pouvez me croire. Mais je ne faisais que ce que j'avais à faire. Et qu'aviez-vous à faire? Veiller à ce que l'opération marche bien. Les enfants étaient systématiquement mis à part sur le champ, ainsi que les mères qui ne voulaient pas s'en séparer. Tout marchait sans histoire. Les convois arrivaient comme des petits pains chauds. La violence n'était pas du tout nécessaire. Ils prenaient tout cela avec calme. Ils n'opposaient pas de résistance, car ils voyaient bien que toute résistance eût été inutile. Un jour, dans notre commando de travail, Caduc a frappé un détenu jusqu'à ce qu'il tombe. Puis il lui a mis sa canne sur la gorge et il s'est balancé de tout son poids au debout jusqu'à ce que l'homme soit étranglé. Mensonge! Mensonge! Caduc! Ne criez pas contre le témoin. Monsieur le directeur, c'est faux. Purement et simplement ce qu'on raconte ici. Si je dis cela, c'est par souci de la vérité. On n'a jamais tué un détenu chez nous de cette façon. Nous avions l'ordre d'épargner la main-d'œuvre au maximum, mais très souvent, il y en avait qui s'écroulaient avant que je lève la main. Ils ne faisaient que simuler. Monsieur le directeur, à quoi nous aurait-il servi de frapper? À 5h30 du matin, nous étions sur pied. Le soir, nous étions encore de service à la rampe. Ça nous suffisait largement, monsieur le directeur. Je ne désire rien d'autre que vivre en paix. Je l'ai montré clairement toutes ces dernières années. J'étais infirmier, et mes patients m'aimaient bien, ils peuvent en témoigner. Papa Caduc, j'étais pour eux. Est-ce que cela ne veut pas tout dire? Dois-je payer aujourd'hui pour ce que j'ai été forcé de faire? Tous les autres l'ont fait aussi. Pourquoi est-ce à moi qu'on s'en prend? Mieux on réussissait à mater ses inférieurs, plus solide était sa position. Je voyais changer le visage de la responsable du bloc lorsqu'elle parlait à un supérieur. Elle se faisait aimable et enjouée, et derrière on sentait la peur. Parfois la gardienne chef la traitait comme sa meilleure amie, et elle avait toutes sortes de libertés. Mais que la gardienne chef ait mal dormi et la favorite pouvait être renversée d'un instant à l'autre. Car elle était passée, elle aussi, par toutes les épreuves. On avait abattu sa famille devant elle. Elle avait vu massacrer ses enfants. Elle était sans réaction comme nous toutes. Elle savait qu'une fois coulée, personne ne l'aiderait et qu'une autre frapperait à sa place. Elle nous frappait donc parce qu'elle voulait à tout prix se maintenir à la surface. La question de ce qui était juste et de ce qui ne l'était pas n'avait plus de sens. Seul comptait encore ce qui, dans l'instant même, pouvait nous être utile. Nos maîtres seuls pouvaient se permettre d'avoir des caprices ou d'éprouver quelque pitié ou émotion, ou de faire des projets d'avenir. Le docteur du camp, Rodeux, m'avait fait venir dans sa section. Il apprit que nous avions fait nos études dans la même ville et me demanda si
qui ne nous étions pas rencontrés au Ritter, où il allait souvent boire un verre. Et moi, j'ai pensé, soit, si ça t'arrange, je veux bien m'en souvenir. Ainsi, je lui ai rappelé sa jeunesse, et il me dit, après la guerre, nous nous retrouverons là-bas. Le docteur Mengele envoya des fleurs à une femme enceinte. Et la femme du commandant lui fit venir, avec ses félicitations, une brassière qu'elle avait tricotée elle-même. Une autre avait eu l'idée de peindre des nains sur les murs de la baraque aux enfants et d'y faire installer un bac à sable. Les allées des fours crématoires étaient ratissées entre deux fournées. Elles étaient bordées de buissons taillés et dans l'herbe, au-dessus des chambres à gaz souterraines, il y avait des massifs de fleurs. Mengele arrivait de son air fringant, les pouces à la ceinture. Il disait gentiment bonjour aux enfants, qu'il appelait tonton, avant d'être disséqué dans son laboratoire. Mais il y en avait quand même un qui s'appelait Flaqueux. Dans sa section, personne ne mourait de faim et les détenus étaient habillés correctement. Monsieur l'infirmier-chef, lui dis-je, pour qui faites-vous cela? Il faudra bien que vous tous y passent un jour. Il ne doit pas rester un seul témoin. Lui me dit, il y en aura toujours assez parmi nous pour empêcher cela. Voulez-vous dire par là, témoin, qu'il dépendait de chaque membre du personnel du camp de résister à la situation et de la modifier? C'est cela même que j'ai voulu dire. On ne pouvait réagir normalement que dans les premières heures après l'arrivée. Une fois là, depuis un certain temps, ce n'était plus possible. Il faut intégrer dans le règlement, on était pris, il fallait suivre. Témoin, vous avez été réclamé comme médecin pour combattre les épidémies. Parmi le personnel du camp et leurs familles, des cas de typhus et de fièvre pourpre s'étaient déclarés. J'eus à me rendre au camp sur les instructions de l'Institut d'hygiène. Il ne s'agissait donc pas de soigner les détenus. Non, Avez-vous pu vous rendre compte de ce qui se passait dans le camp? dès mon arrivée, le chef de laboratoire m'a dit « Tout cela est nouveau pour toi, ce n'est pas très méchant d'ailleurs. Nous n'avons rien à voir avec la liquidation d'êtres humains. Cela ne nous concerne pas. Si d'ici 15 jours, tu ne veux plus rester, tu pourras partir. » Je me suis mis au travail, dans l'intention bien arrêtée de quitter le camp 2 semaines après. Au bout de quelques jours, j'ai reçu l'ordre du médecin de la place, le docteur Wirth, de prendre part aux sélections sur la rente. Lorsque je déclarais m'y refuser, il me dit « Vous n'aurez pas grand-chose à faire. » J'ai quand même refusé. Quelles furent les conséquences de votre refus? Aucune. Je n'ai pris pas part aux sélections. Avez-vous quitté le camp après la période d'essai? Je résolus par la suite de rester quand même, pour combattre les maladies. Je vis qu'il était possible malgré tout d'empêcher ceci ou cela, sans s'exposer soi-même. Sur la base de mon travail, tout danger d'épidémie fut écarté. Parmi le personnel, et non parmi les détenus. Mais bien sûr, c'était là ma tâche. Le champ de la possibilité de survivre. Témoin, vous avez passé plusieurs mois au bloc de femmes numéro 10 où se pratiquaient des expériences médicales.
Que pouvez-vous en dire? Témoin, nous comprenons qu'il vous soit pénible d'en parler et que vous préfériez vous taire, mais nous vous demandons de vous souvenir de tout ce qui peut faire la lumière sur les événements qui sont ici débattus. Nous étions là environ 600 femmes. C'est le professeur Klauberg qui dirigeait les expériences. Les autres médecins du camp fournissaient le matériel humain. Comment se déroulaient les expériences? Témoin, souffrez-vous d'absence de mémoire? Depuis mon séjour au camp, je suis malade. Quels sont les symptômes de votre maladie? Des vertiges et des nausées. Tout à l'heure, aux toilettes, je n'ai pu m'empêcher de vomir. Ça sentait le chlore. Le chlore, on en versait sur les cadavres. Je ne supporte pas de rester dans un lieu fermé. Pas d'absence de mémoire. Je voudrais oublier, mais je revois tout sans cesse. Je voudrais effacer de mon bras le numéro matricule. En été, quand je porte des vêtements sans manches, le regard des gens s'y attache, et dans leurs yeux, je lis toujours la même expression. Quelle expression? De dérision et de sarcasme. Témoin, vous sentez-vous toujours persécuté? Témoin, de quelles expériences vous souvenez-vous? Il y avait des jeunes filles de 17 à 18 ans. Elles étaient choisies parmi les détenues les plus saines. On faisait sur elles des expériences au rayon X. Quelle sorte d'expérience? On les plaçait devant les émetteurs de rayons X, une plaque sur le ventre, une autre derrière. Les rayons étaient dirigés sur les ovaires pour les brûler. Il en résultait sur le ventre et les fesses des abcès et des brûlures graves. Que devenaient les jeunes filles? Dans les 3 mois qui suivaient, on pratiquait sur elles diverses opérations. Quelle sorte d'opération? L'ablation des ovaires et des glandes génitales. Est-ce que les patients mouraient? Quand elles ne mouraient pas en cours de traitement, elles mouraient peu après. En quelques semaines, elles changeaient totalement d'aspect. Elles prenaient un air de vieille femme. Témoin, est-ce que l'un des accusés ici présents prenait part aux opérations? Tous les médecins se rencontraient chaque jour dans leur quartier. Il est hors de doute qu'ils savaient au moins ce qui se passait. Nous nous élevons avec énergie contre de telles assertions. Le fait que nos mandants se soient trouvés à proximité des faits en cause ne fait pas pour autant d'eux des complices. Témoin, quelles autres interventions étaient pratiquées? Nous sommes d'avis qu'en raison de son état de santé, le témoin n'est pas en mesure de fournir au tribunal des réponses valables. Témoin, pouvez-vous rendre compte au tribunal d'autres expériences auxquelles vous avez assisté? Avec une seringue à laquelle était fixée une canule, on injectait un liquide dans la matrice. Quel était ce liquide? Une solution cimenteuse qui provoquait comme des douleurs d'accouchement aiguës et l'impression que le ventre allait éclater. Les femmes étaient pliées en deux quand on les poussait vers la table de rayon X pour prendre une radioscopie. Quel était le but de cette injection? Stériliser la patiente par obturation des trompes. Est-ce qu'on procédait à des interventions réitérées sur la même patiente?
Après l'injection, on inoculait une solution en contraste pour l'observation radioscopique. Puis on procédait souvent à une réinjection. Il arrivait que le processus soit renouvelé à intervalles de 3 à 4 semaines. La mort venait la plupart du temps de l'inflammation de la matrice ou par péritonite. Je n'ai jamais observé que les instruments chirurgicaux soient désinfectés d'une intervention à l'autre. Combien y eut-il de ces interventions, selon votre estimation? Pendant les 6 mois que j'ai passés au bloc 10, 400 expériences de ce genre furent pratiquées. Parallèlement, on procédait aussi à des inséminations artificielles. Lorsqu'il en résultait une grossesse, on pratiquait l'avortement. À quelle époque de la grossesse? Dans le 7e mois. Pendant la grossesse, on faisait aussi de nombreuses radioscopies. Après la fausse couche, s'il vivait encore, l'enfant était tué et autopsié. Témoin, ces informations sont-elles de seconde main ou de source directe? Je parle par expérience personnelle. Et qu'est-ce qui vous a sauvé des complications mortelles? L'évacuation du camp. Yvonne Picard est morte, qui avait de si jolis seins. Yvonne Blech est morte, qui avait les yeux en amande et des mains qui disaient si bien. Mounette est morte, qui avait un si joli teint, une bouche toute gourmande et un rire argentin. Aurore est morte, qui avait des yeux couleur de mauve. Tant de beauté, tant de jeunesse, tant d'ardeur, tant de promesses, tout un courage des temps romains. Et Yvette aussi est morte, qui n'était ni jolie, ni rien, et courageuse comme aucune autre. Et toi, Viva, et moi, Charlotte, dans pas longtemps, nous serons mortes, nous qui n'avons plus rien de bien. Le chant du sergent Stark. L'accusé Stark était notre supérieur à la réception. Je travaillais là comme secrétaire. Stark avait alors 20 ans. À ses heures libres, il préparait le baccalauréat. Pour vérifier ses connaissances, il interrogeait volontiers les détenus bacheliers. Le soir, où furent amenés la femme polonaise et ses 2 enfants, il nous tint un discours sur l'humanisme chez Goethe. De quoi s'agissait-il dans le cas de cette femme polonaise? Nous l'avons su par la suite. Le garçon de 8 ans que la femme tenait par la main avait pris un lapin à un fonctionnaire du camp et l'avait donné à sa petite sœur âgée de 2 ans pour jouer avec. C'est pourquoi tous 3 allaient être exécutés. C'est Stark qui dirigea l'exécution. Y avez-vous assisté? Les exécutions avaient lieu à ce moment-là dans l'ancien crématoire. Le crématoire se trouvait juste derrière le baraquement de la réception. Par la fenêtre, nous avons vu Stark partir avec la femme et les enfants vers le crématoire. Il avait sa carabine à l'épaule. Nous avons entendu une série de coups de feu et Stark est revenu seul. Accusé Stark,
Est-ce que cette description est conforme aux faits? Je le conteste énergiquement. Accusé Stark, n'avez-vous jamais participé à des liquidations par le gaz? Une fois, j'ai été obligé de le faire. Il s'agissait de combien de personnes? Il pouvait être 150, en tout cas 4 camions pleins. Quelle sorte de détenus était-ce? C'était un convoi de toutes sortes. Quel était votre rôle? J'étais dehors, devant l'escalier, après avoir conduit les gens dans le crématoire. Les infirmiers chargés de l'opération avaient fermé les portes et pris leurs dispositions. Quelle disposition? Ils préparaient les boîtes et mettaient leurs masques. Puis ils grimpaient le long du remblai sur la terrasse. En règle générale, il fallait 4 hommes. Cette fois-là, il en manquait un et ils ont crié qu'il leur fallait quelqu'un d'autre. Comme j'étais le seul dans le coin, Grabner a dit « Allez, un coup de main, je n'ai pourtant pas obéi tout de suite. » Alors le chef de la sûreté du camp s'est approché. « Plus vite que ça, a-t-il dit. Si vous ne montez pas avec eux, on vous expédie là-dedans avec les autres. » Alors j'ai dû les aider à vider leur boîte. Où vidait-on le gaz? Par les lucarnes dans le plafond. Que faisaient les gens en bas, dans cette salle? Je n'en sais rien. N'avez-vous rien entendu de ce qui se passait en bas? Ils ont crié. Combien de temps? De 10 à 15 minutes. Qui a ouvert le local? Un infirmier. Qu'avez-vous vu alors? Je n'ai pas très bien regardé. Pensez-vous que cela était répréhensible? Non, pas du tout, seulement la manière. Quelle manière? Exécuter quelqu'un, c'est autre chose. Mais liquider au gaz, ce n'était pas viril. C'était lâche. Accusé Stark, durant vos études en vue du baccalauréat, ne vous est-il jamais venu un doute sur vos actes? Monsieur le Président, il faut que je vous explique. De ce qu'on nous apprenait à l'école, un mot sur 3 visait ceux qui étaient coupables de tout et qu'il fallait exterminer. On nous ressassait que c'était pour le bien de notre peuple. Dans les écoles de chefs, nous apprenions d'abord à tout approuver en silence. Si quelqu'un posait une question, on lui répondait « Ce qui est fait se fait selon la loi, et si les lois ne sont plus les mêmes aujourd'hui, qu'est-ce que ça change ?» On nous disait « Vous devez apprendre, vous avez besoin de dressage plus que de pain. » Monsieur le Président, on nous a déshabitués de penser. D'autres le faisaient pour nous. Le chant du Zyklon B. Où stockait-on le gaz? Il était emballé dans des caisses, dans la cave de la pharmacie. Accusé Capétius, vous qui dirigiez la pharmacie, saviez-vous que du Zyklon B y était entreposé? Le témoin semble avoir été victime d'une confusion, car en ce qui concerne ces caisses à la cave, elles contenaient de l'ovomaltine, un envoi de la Croix-Rouge suisse. J'ai vu le carton d'ovomaltine et j'ai vu les caisses de Zyklon B. Et j'ai vu aussi les coffres où l'accusé Capétius enfermait les bijoux et l'or, des prothèses dentaires. Tout ceci est faux. D'où est venu l'argent avec lequel l'accusé Capétius s'est acheté son fonds de pharmacie?
Aussitôt après la guerre, s'est installé un salon de beauté. Sois belle par les soins de Capétius, disait la réclame de la maison. J'ai eu cet argent par un prêt. Et d'où venaient les 50 000 marques qui nous ont été offerts à moi et à d'autres témoins pour témoigner ici que Capétius n'avait eu dans le camp que la responsabilité de la pharmacie et non pas aussi celle du phénol et du zyklon B. Je ne sais rien de tout cela. De qui venait cette tentative de corruption? Elle était d'origine anonyme. Savez-vous s'il y avait derrière quelqu'une des organisations légales de soutien aux anciens membres du personnel des camps? Non, cela, je n'en sais rien. Mais je voudrais porter à la connaissance du tribunal cette lettre que j'ai reçue. La lettre portait en en-tête « Communauté de travail pour le droit et la liberté ». Voici ce qu'elle dit. Vous allez bientôt disparaître de cette terre. Vous allez mourir d'une mort atroce. Nos hommes vous guettent à chaque instant. À vous de choisir la mort ou la vie. Le tribunal fera enquêter sur l'origine de cette lettre. Témoin, pouvez-vous nous dire ce qui était écrit sur les caisses? Il y avait écrit « Danger et gaz toxiques ». Et il y avait le panneau d'avertissement avec la tête de mort. Avez-vous vu le contenu des caisses? J'ai vu des caisses ouvertes avec des boîtes à l'intérieur. Qu'y avait-il sur les étiquettes? Gaz toxique, zyklon B. Y avait-il autre chose? Il y avait aussi danger, sans révélateur, à n'ouvrir que par personnel qualifié. Témoin, avez-vous vu transporter ces boîtes vers les chambres à gaz? C'est nous qui chargions ces mêmes caisses dans les ambulances qui venaient les chercher. Qui accompagnait l'ambulance? J'ai vu le docteur Franck et le docteur Schatz, ainsi que le docteur Capétius. Ils avaient leur masque à gaz. Le docteur Schatz avait même son casque sur la tête. Je me souviens qu'un de ceux qui l'accompagnaient lui a dit « Tu as l'air d'un petit champignon ». Nous voudrions rappeler au tribunal qu'en temps de guerre, le port du masque à gaz était parfois réglementaire. Ni le départ de nos mandants, ni leur retour avec un masque à gaz ne prouvent où ils sont allés. Témoin, avez-vous vu des bordereaux de livraison pour les envois de gaz? À la réception de ces envois qui devinrent par la suite toujours plus considérables et qui furent alors stockés dans l'ancien bâtiment du théâtre, hors de l'enceinte du camp, je transmettais souvent des bordereaux administration. Il mentionnait comme expéditeur la société allemande de lutte contre les vermines et les parasites. Quel était le mode d'expédition? En partie par camion, directement de l'usine, ou bien par voie ferrée, sous couvert de la Wehrmacht. Vous souvenez-vous des quantités indiquées? Il arrivait de 14 à 20 caisses à la fois. Quelle était la fréquence de ces envois, à votre avis? Au moins un par semaine. En 1944, plusieurs par semaine. Il fallait faire appel alors aux camions du parc automobile du camp. Combien de boîtes contenaient une caisse? Chaque caisse contenait 30 boîtes du livre. Avez-vous des indications de prix? Le prix au kilo était de 5 Reichsmark. Et combien fallait-il de boîtes pour une extermination? Pour 2000 hommes dans une chambre à gaz, on utilisait 16 boîtes environ.
kilo à 5 marks, cela fait 40 marks. Le champ des faux crématoires. Témoin. Pensez-vous qu'il soit possible que l'adjoint au commandant du camp n'ait pas été au courant de ce qui se passait dans les crématoires? Je tiens ceci pour impossible. Chacun des 6000 membres du personnel du camp savait ce qui se passait. Et chacun, à son poste, faisait ce qu'il fallait pour que l'ensemble fonctionne. Plus loin encore, chaque conducteur de train, chaque aiguilleur, chaque employé de gare qui avait affaire au transport de ces hommes le savait. Chaque télégraphiste, chaque dactylo qui voyait passer les ordres de déportation le savait. Chacun de ceux qui travaillaient dans les 1000 et 1000 bureaux attachés à ces opérations savait ce qu'il en était. Nous nous élevons contre ces assertions, dictées par la haine. En aucun cas, la haine ne peut être le fondement d'un jugement équitable sur les détails venus à notre connaissance dans ce procès. Je parle sans haine. Je n'ai envers personne de désir de vengeance. Je n'en veux personnellement à aucun accusé. Je veux simplement faire comprendre que jamais ils n'auraient pu exercer leur activité sans le soutien de millions d'autres. Il n'est discuté ici que de ce qui peut être relevé et prouvé au grief de nos mandants. Les accusations d'ordre général sont sans intérêt. Celles en particulier qui visent une nation entière, qui se trouvait à l'époque en question engagée dans un combat lourd de sacrifices. Je vous demande seulement de songer à la foule de ceux qui nous ont vus arrachés de notre maison et chargés dans les wagons à bestiaux. Les accusés dans ce procès ne sont que les exécutants de la dernière heure. Il y en a eu d'autres au-dessus d'eux qui n'ont jamais eu de compte à rendre devant ce tribunal. Certains ont ici comparu comme témoins. Ceux-là vivent en tout point comme des honnêtes gens. Ils assument de hautes responsabilités. Ils accroissent leurs revenus et continuent d'exercer dans ces mêmes usines où on exténuait à mort les détenus de jadis. Ce point sur la carte, cette tache noire au centre de l'Europe, cette tache rouge, cette tache de feu, cette tache de suie, cette tache de sang, cette tache de cendre pour des millions, un lieu sans nom. De tous les pays d'Europe, de tous les points de l'horizon, les trains convergeaient vers l'un nommé, chargés de millions d'autres qui étaient serrés, versés là sans savoir où c'était, versés avec leur vie, avec leurs souvenirs, avec leurs petits mots et leur grand étonnement, avec leur regard qui interrogeait et qui n'y a vu que du feu, qui ont brûlé sans savoir où ils étaient. Aujourd'hui, on sait. Depuis quelques années, on sait. On sait que ce point sur la carte, c'est Auschwitz. On sait cela. Et pour le reste, on croit savoir.